Bonjour à tous, bienvenue pour ce carnet de notes du mois de septembre. Un carnet, je l'espère, un tout petit peu plus court que les précédents, hein. Ça devrait tourner aux alentours de 15-17 minutes peut-être. On est bien conscient que les deux carnets du mois de juillet et d'août ont été trop longs. 20-25 minutes, c'est beaucoup trop long comme vidéo, mais voilà, il y a eu énormément de choses à dire, donc c'était difficile de faire moins. Il y a eu un petit peu moins de résultats ce mois-ci, mais avec la qualité tout de même, puisque il y a eu 2 titres sur le circuit principal en simple, un autre en double, et évidemment la qualification pour la finale de la Coupe Davis. Il y a eu en plus 4 autres titres sur le circuit secondaire et également pas mal de victoires en double, donc je vais vous détailler tout ça. En difficulté depuis son retour de blessure, David Goffin a pleinement profité de ce qu'on appelle l'effet Coupe Davis, en remportant ses 2 matchs lors de cette rencontre au Palais 12, l'une à l'arrache vraiment et l'autre en atteignant un super niveau. David a fait le plein de confiance et ça s'est vu lors de ses rencontres suivantes dans 2 tournois ATP. Il s'est d'abord rendu dans la foulée à Metz où il a atteint un quart de finale et n'a été battu qu'au tie-break du dernier set. Et ensuite, à Shenzhen, en Chine, il a remporté le 3e titre de sa carrière. Cette victoire le replace clairement dans la course au Masters, même si son niveau de jeu est encore fluctuant. Avec le nombre de forfaits qu'il y a en cette fin de saison, il aura vraiment un coup à jouer. Notre deuxième joueur de Coupe Davis est également le deuxième joueur sur ce podium. Son héroïque résistance le premier jour face à Kyrgios, même si le match a été perdu, mais elle aura quand même été décisive puisqu'elle aura instillé le doute dans l'esprit de l'Australien. Steve a ensuite superbement conclu la rencontre en 3-7 face à Thompson. À Shenzhen, il a franchi encore un tour et il a de nouveau été battu vraiment de justesse face à Alexander Zverev. Alors évidemment, c'est difficile de dire qu'un mois est réussi après 2 rencontres perdues comme ça de manière très serrée, mais c'est évidemment le cas. Ce mois est vraiment très réussi pour Steve et il sera, à n'en pas douter, un pion essentiel lors de la finale de Lille. Après son superbe été où il a empilé 4 titres futurs, Julien Canina a repris la route du circuit Challenger. Il a tout d'abord été à Alphen aan den Rijn aux Pays-Bas, où il est sorti des qualifications et n'a terminé son parcours qu'en quart de finale. Alors il s'agit seulement du 2e quart de finale en Challenger de la carrière de Julien, donc c'est vraiment un super résultat. Et il lui a permis en plus d'être exempté des qualifications pour le gros Challenger de Szczecin la semaine suivante, où il a encore franchi un tour. En fin de mois, il a redisputé des futurs à Antalya, où il a notamment à nouveau remporté un titre, le 7e de la saison, ce qui le place en tête du classement des vainqueurs de futurs. On avait laissé Alison Van Uytvanck sur une défaite assez décevante à l'US Open, mais elle a rapidement retrouvé le sourire en remportant son tout premier titre WTA à Québec. Malmenée au premier tour qu'elle ne remporte qu'au tie-break du dernier set, elle connaît ensuite un parcours plus facile jusqu'à la finale où elle va s'imposer également en 3-7 face à Timea Babos, la 3e tête de série. Il s'agit du seul tournoi disputé par Alison ce mois-ci, mais c'est un coup de maître puisque ça lui permet également d'atteindre le tableau final de l'Open d'Australie. Janina Wickmeyer n'a également disputé qu'un seul tournoi et a réalisé un très beau résultat, assez surprenant au vu de sa saison jusqu'ici. À Canton, elle s'est en effet hissée en demi-finale en battant sur sa route Shuai Peng, 24e mondiale, ce qui constitue sa meilleure performance cette saison. C'est également sa première demi-finale depuis sa victoire à Washington en juillet 2016 et elle est très importante puisqu'elle lui permet, même si ce n'est que provisoirement, de réintégrer le top 100. Elise Mertens a subi quelques défaites un peu difficiles ce mois-ci, notamment au premier tour à Canton où elle a été dominée par la 145e mondiale. Néanmoins, un bon quart de finale à Tokyo et une très belle victoire au premier tour de Wuhan contre la prometteuse joueuse japonaise Osaka lui permettent de sauver son mois et d'atteindre la 3e place de ce podium. Dans les gros ITF, 2 joueuses se sont démarquées et méritent une petite mention. Iseline Bonaventure, tout d'abord, qui a atteint un très beau quart de finale aux 100 000 $ de Saint-Pétersbourg. Sur son parcours, elle a dominé la 131e mondiale, ce qui constitue seulement la 2e performance de sa saison et la 9e de sa carrière. Enfin, Kimberly Zimmerman a atteint à Saint-Malo le 2e quart de finale en 60 000 $ de sa carrière, 2 mois seulement après le premier à Versmold. Et comme en Allemagne, elle a atteint le tableau final via les qualifications. Le premier de notre podium futur est Yannick Mertens qui a remporté l'un des plus gros futurs de la saison à Oliveira de Chames au Portugal. Sur le parcours de son 24e titre, il a battu 3 des 4 premières têtes de série. Plus tôt dans le mois, il était sorti des qualifications lors du Challenger d'Istanbul et avait franchi un tour dans celle du tournoi ATP de Metz. Ce bon mois va lui permettre de réintégrer le top 300 qu'il avait quitté début août. Niels de Sain signe lui aussi un joli retour. Opéré du poignet mi-juin, après une année 2016 déjà assez difficile au niveau des blessures,
Nils de Saint se retrouvait en perdition au classement, quasiment en dehors du top 1000. Ce fut donc une belle surprise de le voir remporter le 25 000 $ de Mulhouse, le 26e titre de sa carrière. Il a également franchi un tour dans 2 autres futurs, ce qui lui permet de se rapprocher à nouveau du top 500. C'est Kimmer Coppejans qui décroche la 3e place de ce podium, lui qui est passé tout près également d'une victoire dans un 25 000 $ à Chimkent. Il ne s'est arrêté qu'en finale après avoir battu 2 joueurs mieux classés que lui durant son parcours. La semaine précédente, toujours au Kazakhstan, il s'était arrêté en quart de finale, mais était un peu affaibli par un virus. Après 3 mois très difficiles, il semble tout de même sur la bonne voie. C'est également le cas de Jeroen van Est, qui a réalisé le plus bel été de sa carrière, ponctué par son premier titre en futur le mois précédent. En septembre, il atteint 2 nouvelles demi-finales en futur, tout d'abord à Middelkerk lors du dernier tournoi de la saison de futur en Belgique, et enfin à Antalya. L'année prochaine, il atteindra le meilleur classement de sa carrière qu'il avait atteint, c'était déjà en 2013. 2 autres joueurs méritent une mention pour le rentrer dans le classement ATP. Pour Laurens Verboven, il s'agit évidemment d'un retour puisqu'il était encore classé début juillet. Inscrit sur le circuit universitaire américain, Laurens ne dispute qu'une poignée de tournois par an et évidemment, selon ses résultats, entre et ressort du classement. Ce fut le cas ce mois-ci puisqu'il a disputé le futur de Clermont, il est sorti des qualifications et n'a été battu qu'en quart de finale. L'apparition dans le classement belge ATP du nom de Daniel Grunberger était vraiment beaucoup plus une surprise. Daniel est né à Anvers d'un papa belge et d'une maman britannique et lui aussi réside aux États-Unis mais depuis l'âge de 2 ans. Même s'il possède depuis toujours la nationalité belge, il était inscrit jusqu'ici sur les tablettes de l'ITF en tant qu'américain. Après avoir remporté son tout premier point ATP lors du futur de Toronto, il a décidé de jouer définitivement pour la Belgique, le pays qui se trouve sur sa carte d'identité, et dont il se sent très proche, d'ailleurs il revient quasiment tous les étés. Lorsqu'il aura terminé ses études à l'université de Cornell dans l'état de New York, il compte d'ailleurs bien disputer le circuit futur et notamment les épreuves organisées en Belgique. Magali Kempen a largement mérité sa première place sur le podium ITF après un mois vraiment très réussi. Finaliste à Prague au début du mois, elle y a malheureusement été contrainte à l'abandon, mais elle était déjà de retour 2 semaines plus tard à Sharm el-Sheikh pour une 2e finale, perdue également, et ensuite pour une 3e, cette fois-ci remportée. La voici maintenant bien ancrée dans le top 500. Alors qu'elle fêtera seulement ses 20 ans à la fin de la saison, Magali s'affirme comme une de nos plus sûrs espoirs. Elle devrait en tout cas pouvoir se consacrer à des épreuves plus importantes, des 25 000 $ notamment, à partir de la saison 2018. La 2e place de ce classement revient à Tamarin Endler qui a réalisé un retour totalement étonnant. L'ex-enfant star du tennis belge qui n'avait plus disputé le moindre match depuis plus de 4 ans a semble-t-il retrouvé goût au jeu et a décidé de se lancer dans une 2e carrière. Lors de 15 000 $ à Wahin, elle n'a pas tardé à retrouver le chemin des succès, je dirais sans surprise puisqu'elle a tout de même été top 300 en 2012. Battue au 2e tour lors de la première semaine, elle a ensuite atteint la finale du 2e tournoi. Plus fort encore, elle a disputé un 25 000 $ dans la même ville, où elle a pu affronter et battre une top 300 mondiale. Elle a ensuite poursuivi sa route jusqu'en demi-finale, où elle a malheureusement abandonné dès le début de son match face à l'ancienne top 100 Aran Charus. Comme lors de sa première carrière, Tamarin reste très discrète et parle très peu aux médias. Difficile donc de connaître les raisons exactes de cet abandon, tout comme ses ambitions lors de cette 2e carrière, où et quand elle rejouera. Mais vu qu'elle n'a encore que 25 ans, elle peut toujours rêver de rejoindre le grand circuit et d'enfin jouer dans les tableaux finales de Grand Chelem. Surprise d'entrée dans les qualifications d'un 25 000 $ en Géorgie, Britt Gukens a rejoint Magali Kempen en Égypte et elle a chaque fois perdu contre Magali, en demi la première semaine et en quart la seconde. Elle aurait donc difficilement pu faire beaucoup mieux, mais la sécheresse de ses scores, où elle n'a pris que 4 jeux lors du premier match et 2 lors du second, est quand même un petit peu inquiétante pour Britt, mais bon, personne d'autre n'a réalisé de meilleures performances ce mois-ci et donc elle mérite bien cette 3e place. 2 joueuses ont remporté un premier point cette saison. La première, c'est Anaïs Defossé, qui est sortie des qualifications et a franchi un tour à Antalya. Anaïs a déjà obtenu un point en novembre l'année dernière et donc il ne lui manque plus qu'un seul résultat pour obtenir son premier classement WTA. Enfin, pour Elisabeth Chantraine, la petite sœur de Catherine, il s'agissait du tout premier point WTA qu'elle a obtenu à Jounieh au Liban. Âgée de seulement 16 ans, elle bénéficiait d'une wildcard et y a franchi le premier tour. Encore 6 titres remportés en double ce mois-ci, et le plus prestigieux était clairement celui remporté par Elise Mertens à Canton. Un titre qui vient confirmer la bonne entente qu'elle a avec la néerlandaise Demi Schuurs, et cette paire pourrait vraiment la mener très loin dans cette discipline. Il s'agit en tout cas du 2e titre WTA en double pour Elise Mertens,
après celui qu'il avait remporté à Auckland en 2016 avec Anne-Sophie Mestak. Et c'est justement Anne-Sophie qui est notre deuxième joueuse ce mois-ci dans la catégorie autre, pour un mois vraiment très complet. Le point d'orgue de ce mois, c'est évidemment sa belle victoire aux 60 000 $ de Las Vegas, mais elle a également atteint une belle finale aux 25 000 $ à Stillwater et une demi-finale également dans un 80 000 $ à Albuquerque. En simple par contre, sa carrière semble vraiment au point mort puisqu'il n'a disputé qu'un seul match dans cette discipline. Sander Gillet et Joran Vliegen, notre meilleure paire de double masculine, a encore réalisé deux belles performances avec deux finales en Challenger à Sibiu et à Rome. Leur compteur dans cette catégorie de tournoi reste donc bloqué à 5 victoires, mais ils poursuivent tout de même leur progression vers le top 100 et vers le grand circuit. J'accorde également une mention à la paire formée par Chris Heyman et Yannick van den Bulck, qui a atteint la finale du 25 000 $ de Madrid avant de remporter celui de Sabadell. Une très bonne performance donc pour une paire qu'il serait sympa de revoir un peu plus souvent. Les autres titres ont été remportés par Isaline Bonaventure aux 25 000 $ de Batumi en Géorgie, par Michaela Boev aux 15 000 $ de Varna en Bulgarie et par la paire formée par Jonas Merckx et Jeroen van Est à Antalya. Avec la rentrée des classes, les tournois de jeunes se sont évidemment raréfiés. Et c'est en Belgique que la plupart de nos jeunes se sont illustrés, avec la Coupe de Borman, qui est le championnat de Belgique des jeunes, notamment U9, U11, U13, U15, mais je ne parlerai bien sûr que des U13 et des U15, les autres sont encore un petit peu jeunes. Et il y avait 2 semaines auparavant également le championnat de Flandre, appelé Feest van de Jeugd, et qui sert également de qualification pour la Coupe de Borman, puisque les demi-finalistes de chaque catégorie se retrouvent en Coupe de Borman avec les demi-finalistes des championnats AFT qui eux ont eu lieu au mois de juillet. Et la grande gagnante de cette série de tournois, c'est Baudeleu, qui s'est imposée en catégorie U15, tant à la Feest van de Jeugd qu'à la Coupe de Borman, donc elle est à la fois championne de Flandre et championne de Belgique. Cerise sur le gâteau, elle a, entre les deux épreuves, disputé un tournoi international junior, donc des moins de 18 ans, un grade 5 à Almer, et elle s'est qualifiée pour la demi-finale. Ces 3 super semaines me permettent de parler enfin d'elle, pour la première fois, puisqu'elle n'avait jamais fait partie de ce podium, et c'est un coup vraiment réussi, puisqu'elle occupe la première place. Toujours chez les filles, mais en U13, Anne van der Winkel a également remporté les 2 titres, la Feest van de Jeugd et la Coupe de Borman. Elle y a réalisé de très beaux parcours, puisqu'elle n'a pas perdu le moindre set, même si elle a connu une toute petite frayeur en quart de finale de la Coupe de Borman face à Léa Mouton, qu'elle n'a battu qu'en 2 tie-breaks. Anne a vraiment dominé cette catégorie des U13 cette saison, puisqu'elle a également remporté les 3 autres grandes épreuves de la saison à l'Argaillon, au Wimbledon et au Brugge. Il sera donc vraiment très intéressant de la suivre l'année prochaine sur le circuit Tennis Europe des moins de 14 ans, et notamment dès la Winter Cup, disputée au mois de février, où avec d'autres joueuses très prometteuses de son âge, elle pourrait former une équipe très dangereuse. Hors de Belgique et hormis Baudeleu, Arnaud Bovy est le seul à avoir réalisé quelques bonnes performances. Il était inscrit dans 2 grades 4, d'abord en Bosnie et puis en Croatie, et les 2 fois il a atteint les quarts de finale avant de n'être battu que par le futur finaliste. Vainqueur de son premier titre ITF en août, Arnaud continue donc sa belle progression. Le Belgian Circuit s'est sérieusement calmé ce mois-ci après 2 mois très chauds. La dernière épreuve importante de la saison a été remportée par Benjamin Doe. Il s'agissait d'un tournoi 3 étoiles disputé dans les installations du TC Waremien. Benjamin s'est également imposé lors du 2 étoiles du TC Bonaput et est donc largement le premier joueur du Belgian Circuit ce mois-ci. Chez les filles, Claartje Liebens confirme sa domination sur ce circuit en remportant le 2 étoiles de la Cure et le 1 étoile du Wimbledon. Bien qu'un Masters reprenant les 8 meilleurs joueurs, tant chez les garçons que chez les filles, sera disputé ce week-end au TC Brugge, Claartje est déjà assuré de terminer à la première place du circuit, assez largement, tout comme d'ailleurs Stefan Wouters chez les garçons. Mais elle a tout de même subi une dernière défaite assez surprenante face à Justine Pisson en finale du TC Bonaput, donc un 2 étoiles également. Justine signe là son 8e succès cette saison, et clairement le plus prestigieux, avec notamment cette victoire contre Claartje. Elle est en effet la seule joueuse non classée à la WTA à l'avoir battue sur le Belgian Circuit cette saison. Dans le top 10 belge du classement ATP masculin, il y a eu quelques petites pertes de place, mais peu de changements notoires à l'exception de la belle montée de Julien Canina. Il passe de la 9e à la 6e place et progresse également de 88 places au classement ATP, ce qui lui permet d'atteindre son meilleur classement.
Plus loin, il faut noter le beau retour donc de Niels de Seine, ainsi que les belles progressions qui se poursuivent pour Jeroen van Est et Maxime Powels. Sander Gillet et Joran Wegen, qui se consacrent désormais exclusivement au double, glissent inexorablement vers la sortie d'un classement ATP, mais ils progressent vraiment bien en double. Ils sont maintenant tous les deux proches du top 100, 115e pour Joran et 129e pour Sander. Chez les filles, Elise Mertens est bien accrochée à la première place, tant en simple qu'en double où elle est 40e mondiale. A noter également deux belles progressions autour de la 100e place mondiale pour Alison Van Uytvanck et Janina Wickmeyer, nos deux meilleures joueuses du mois. Hors du top 10, Magali Kempen fait son entrée dans le top 500, alors que Gretche Menen, malheureusement, qui fait partie de la même génération que Magali, elle est toujours blessée et elle poursuit sa dégringolade. Chez les jeunes, vraiment très peu de modifications, si ce n'est deux petites progressions pour Arnaud Bovy et Baudeleu au classement ITF Junior. Voilà, ceci conclut ce carnet de notes du mois de septembre. En octobre, on suivra la bagarre lancée par David Goffin pour rejoindre le Masters et notamment ça passera par le tournoi ATP d'Anvers. On suivra également les dernières sorties de nos joueuses WTA sur le circuit indoor européen et sur les circuits Challenger et Future. Ce seront également les circuits européens en indoor qui constitueront l'ossature de mon prochain carnet de notes. Salut!